Bonjour à tous, Stéphane Moutard, ingénieur chargé de valorisation chez Novachim. Donc, et bienvenue à tous les participants et participantes à ce webinaire organisé par le pôle innovation de Novachim et la société Mayfair Village et qui est consacré donc à l'intelligence artificielle et plus spécifiquement aux opportunités que peut offrir l'intelligence artificielle pour accélérer la R&D et le développement de nouveaux produits dans les entreprises de la chimie et des matériaux. Donc, comme vous le savez, dans un contexte d'essor de l'industrie 4.0, nous voyons que les acteurs de la chimie s'intéressent de plus en plus aux applications de l'intelligence artificielle pour leurs activités, que ce soit en R&D ou en production, hein. Ces outils aident en effet à explorer et à accélérer de nouvelles voies d'innovation en facilitant et en optimisant les données et les informations qui croît de manière exponentielle. Donc, pendant l'heure qui vient, nous allons aborder ce sujet avec la société Mayfair Village, qui est une société franco-canadienne spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions d'intelligence artificielle pour accélérer la R&D et pour améliorer les processus des industries de la chimie et des matériaux. Donc, Mayfair va vous présenter les tendances actuelles et les applications possibles en R&D pour la chimie et terminera par la présentation d'un cas d'usage à l'aide d'un outil développé donc, par la société. Vous verrez ça. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, Michel Baudescal et Christophe Wilmore qui vont se présenter. Je vais vous présenter rapidement Novachim pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, le pôle innovation Novachim, c'est le réseau des entreprises et de laboratoires de la filière chimie et matériaux en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes présents au cœur de l'écosystème de l'innovation régionale et du développement économique des entreprises depuis plus de 35 ans. Et nous fédérons près de 200 membres, donc entreprises et laboratoires compris, sur le territoire. Rapidement, la filière chimie et matériaux en région, c'est une industrie qui est fortement implantée, des grandes entreprises, mais aussi beaucoup de PME et TPE, qui couvrent des secteurs d'activité nombreux et variés, donc qui vont de la chimie de base, donc les polymères et les molécules de base pétrosourcées et biosourcées, en passant par ce qu'on appelle la chimie des intermédiaires et de spécialité. Donc, ça va être toutes les molécules fonctionnelles, colorants, pigments, texturants, en passant par la chimie de formulation, donc les peintures, les encres, les cols, les vernis, les mastiques. On a aussi les matières premières aromatiques comme molécules intermédiaires. La chimie fine également, pour la chimie pharmaceutique, phytopharmaceutique. Jusqu'à enfin la chimie de consommation qui représente donc tous les secteurs des parfums, des cosmétiques, des détergents, des savons. Et sans oublier les services et les activités support, donc la recherche, les bureaux d'études, les bureaux d'analyse et de caractérisation, tout ce qui est recyclage, les équipementiers. Donc, des secteurs d'activité nombreux avec une gamme de produits étendue qui alimentent la plupart des secteurs de l'économie. Donc, en région, c'est également un grand nombre de laboratoires de recherche de la chimie et des matériaux, dont l'excellence scientifique est internationalement reconnue. Et tout cet écosystème, entreprises et laboratoires, font partie du réseau de Novachim. Donc, notre mission, en 2 mots, c'est d'assurer le développement économique de nos adhérents et plus largement des entreprises de la filière en région à travers le développement des projets d'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Donc, en répondant à des grands enjeux stratégiques pour la filière, donc tels que accélérer la transition écologique et énergétique des entreprises, favoriser la réindustrialisation et la relocalisation des productions, et enfin, donc, accélérer l'innovation produit sur des domaines stratégiques tels que la chimie biosourcée, les biocarburants ou encore les matériaux avancés. Donc, un dernier mot pour dire que Novachim est soutenu par le syndicat professionnel de la branche chimie en région, France Chimie Méditerranée, par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche qui reconnaît notre rôle d'interface d'interface entre la recherche académique et les entreprises à travers donc, notre label Cellule de diffusion technologique. Voilà, donc enfin, avant de laisser la parole à Mayfair, aux intervenants, donc à Michel et à Christophe, quelques mots, quelques consignes habituelles avant de débuter. Donc pendant les présentations, je vous remercie par avance de laisser les micros et caméras éteints
Nous avons prévu donc un temps d'échange spécifique en fin de webinaire où vous pourrez poser vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant la présentation, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions via le chat et nous les relayerons en fin de webinaire. Voilà. Et enfin, donc, je vous informe que le webinaire va être enregistré, sera enregistré et un replay, pardon, sera disponible sur notre site. Au cours de présentation, nous allons aussi faire quelques petits sondages interactifs. Donc, rien de méchant, c'est des sondages, donc c'est pour sonder les pratiques en matière de bibliographie en regard au cas d'usage qui sera présenté donc, sur la revue littéraire et, et- et, euh, et l'action que peut avoir l'intelligence artificielle sur ce cas d'usage. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais sachez que vous aurez, vous, accès aux réponses agrégées de ces sondages et que nous aurons accès aux réponses nominatives. Donc, si personne ne s'y oppose, voilà, vous savez, si ça gêne quelqu'un, on peut toutefois retirer l'accès aux réponses nominatives pour nous. Voilà, seuls les organisateurs y ont accès. C'était important de le préciser pour que vous le sachiez. Voilà, bah maintenant, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je passe la parole à Michel Godescal qui va introduire le sujet. Michel, c'est à toi. Merci Stéphane. Je pense que vous m'entendez bien là? Stéphane, c'est bon? On t'entend très bien, Michel, c'est bon. Parfait. Donc merci à Novachim pour l'organisation de cet événement et merci à toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt et qui participent à ce webinaire sur le sujet de la place de l'IA dans la recherche aujourd'hui. Donc ce webinaire vous sera présenté par moi-même qui suis le cofondateur de la société Mayfair Village et par Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Christophe Wilmore. Je suis ingénieur chimiste de formation et je suis en fait le référent métier chimie pour nos développements d'intelligence artificielle. Voilà. Merci Christophe. Pour la petite histoire, Christophe est basé dans le sud de la France à Aubagne et moi je suis basé à Montréal au Canada. Donc c'est le gros avantage de ces webinaires online. Ça permet de réunir beaucoup de gens de nombreux endroits différents. Donc je vais vous parler de Mayfair très rapidement. Donc Mayfair, c'est une société canadienne et française. On édite un logiciel qui s'appelle Chemilane. Alors pour ceux qui sont fans des Beatles, ils auront compris l'allusion. On édite en fait un logiciel qui est une solution d'aide à la décision pour les chercheurs en chimie. Nos équipes sont composées de chimistes, dont vous avez vu notamment Christophe là, qui s'est présenté, et des spécialistes en data science et intelligence artificielle, des software développeurs. Et notre société a la particularité de se rassembler, et nos équipes de se rassembler autour de valeurs fortes qui sont celles du respect de l'écologie et de la déontologie de l'IA et de la chimie, dont on parle beaucoup en ce moment et ces derniers temps. Donc, quelques mots, on a travaillé avec des partenaires institutionnels qui sont mentionnés dans le bas de l'écran, dont l'École de chimie de Strasbourg, dont le DIH Polytronics, dont Prima, qui est un centre d'innovation et de recherche sur les matériaux avancés, et le ministère de l'Innovation du Québec. Donc, je commence le sujet. Donc, si vous avez des questions, comme vous le disiez Stéphane, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat et puis on y répondra ou on tentera d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, ce que je voulais dire en préambule, avant de présenter l'agenda de la présentation, c'est que l'IA, le train est lancé. Donc, l'IA, elle est déjà présente dans nos vies et elle est déjà présente dans l'industrie chimique. Je vous ai mentionné quelques exemples, là, tels que des robots de nettoyage de locaux de production afin de minimiser le contact de l'homme avec les substances toxiques. On a des robots pour distribuer des composés chimiques dans des plaques microtitres. On a également aujourd'hui, dans les spectromètres de masse, il faut savoir que les logiciels d'IA et de machine learning sont embarqués dans les spectromètres de masse. On a des solutions qui sont plus orientées marketing, je dirais, et contrôle qualité, qui permettent, par exemple, dans l'industrie de la cosmétique, de vérifier l'efficacité de crème de visage à partir de ce qu'on appelle computer vision, donc la vision assistée par ordinateur, depuis son téléphone portable. On a des logiciels et des solutions d'éco-conception d'emballage qui permettent d'améliorer la durée de conservation des aliments avec des systèmes dits de recommandation. Et puis, bien sûr, on a des systèmes de prédiction de propriétés de molécules. Donc ça, c'est dans l'industrie. Moi, aujourd'hui, Christophe et moi, on va vous présenter le sujet de la recherche et comment cette IA
elle est présente dans le sujet de la recherche en chimie. Et comment elle est perçue aujourd'hui par la communauté scientifique. Donc ça va être le début en fait de la présentation sur les tendances actuelles, les constats, les contraintes, la notion d'espace chimique. Et puis on passera ensuite, je passerai la parole à Christophe qui vous parlera des applications de l'IA au cœur de la recherche en chimie, donc plus technique que l'introduction. Et puis on passera, lui et moi, sur un cas d'usage qui est la revue de littérature scientifique, qui, nous le pensons, concerne tous les chercheurs aujourd'hui dans le domaine scientifique et plus particulièrement dans le domaine de la chimie. Puis on vous donnera quelques pistes pour aller plus loin après la présentation, notamment des pistes bibliographiques et des possibilités d'action en collaboration avec Novachim et Mayfair. Donc la première chose, c'est le constat. Donc la question, c'est quel est le niveau d'intérêt de la communauté scientifique? Quand je parle de science aujourd'hui, je parle de chimie plus particulièrement, donc je parle de science. Quel est le niveau d'intérêt de la communauté scientifique sur le sujet de l'intelligence artificielle? Et j'ai choisi de vous présenter en fait l'évolution du volume annuel des publications en chimie qui sont liées à l'intelligence artificielle ces dernières années. Donc sur la droite, vous avez 3 graphiques. Vous avez un graphique qui représente l'évolution dans les publications, dans les journaux de publications scientifiques, de sujets relatifs à l'intelligence artificielle et à la chimie. Vous avez une courbe également qui vous présente l'évolution des brevets relatifs à l'intelligence artificielle et à la chimie, et puis le nombre de résumés suite à des grandes présentations internationales relatives à l'intelligence artificielle et la chimie. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir des années 2017, on a une croissance exponentielle, je dirais même peut-être plus qu'exponentielle, du nombre de publications, du nombre de brevets et du nombre de résumés relatifs au sujet de l'IA et de la chimie. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un sujet qui agite la communauté scientifique, qui agite la recherche et qui agite l'intérêt de la recherche en chimie. Là, j'ai choisi de vous présenter également un sujet plus détaillé qui est l'évolution des publications et des brevets par sujet, par discipline de la chimie. Donc on voit par exemple que dans la chimie analytique et dans la chimie industrielle, on a un total de publications qui a augmenté de façon considérable par rapport dans ces dernières années, je dirais dans ces 3, 4, 5 dernières années, une croissance vraiment importante de la chose. Donc on ne peut pas ignorer, la conclusion de ce constat, c'est qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui pour la recherche l'interaction de l'intelligence artificielle et de la chimie, de la recherche en chimie. Pour aller plus loin, effectivement, on peut considérer les contraintes de l'environnement de la chimie. L'environnement de la chimie et l'environnement de nos sociétés et de nos économies. Déjà, au sujet de la réglementation. On est en face, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans d'autres continents, on est en face d'une réglementation de plus en plus contraignante. Et puis une réglementation qui change de plus en plus fréquemment. Donc comment le chercheur peut suivre ces évolutions en temps réel, je dirais, puisque tout ce qui va émaner de ces recherches et de son laboratoire va être forcément contraint par la réglementation. La deuxième remarque également, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est qu'on a une explosion ces dernières années, pour x, y raison dans lequel je ne rentrerai pas, mais une explosion du nombre de publications scientifiques. Là, je vous ai illustré, par exemple, l'évolution des publications relatives à la chimie verte. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est qu'on a plus de 8000 articles scientifiques qui sont publiés par jour dans le domaine scientifique. Donc un environnement très complexe qui bouge beaucoup, et donc cela veut dire en conclusion que le chercheur doit s'équiper de solutions qui lui permettent de suivre ce rythme-là, pour assurer la qualité de ses recherches et l'exhaustivité de sa recherche bibliographique. Par exemple,
On a d'autres enjeux également qui sont des enjeux sociétaux auxquels on a tous été malheureusement ou on est malheureusement confrontés, qui sont les urgences écologiques, les urgences sanitaires, qui nous demandent d'être de plus en plus réactifs par rapport à ce qu'on rencontre. Par exemple, la sortie d'un nouveau vaccin le plus rapidement possible. Je pense bien entendu au Covid. Par exemple, sur les urgences économiques, la notion de préservation de l'environnement, c'est un clignotant qui est au rouge dans nos vies aujourd'hui et sur lesquels on doit réagir très vite pour éviter, par exemple, grâce à des simulations, le rejet de substances chimiques dans l'environnement. Et puis, pour conclure sur ces enjeux sociétaux et économiques, on a aujourd'hui une compétition exacerbée où les sociétés doivent sortir des produits de plus en plus rapidement. Et la première étape de la sortie ou de la mise sur le marché de produits, la première étape, c'est la recherche. Donc, on doit aller de plus en plus vite, on doit être de plus en plus qualitatif et rapide sur la réalisation des recherches en sciences et en chimie. Autre élément qui joue aussi sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la science et la chimie, c'est la nature même de l'activité du chimiste. Parce que le chimiste, en faisant ses expériences, il cumule des quantités substantielles de données sur les structures et les réactions sur lesquelles il travaille. On a recensé en 1971 environ 1 million de substances qui étaient enregistrées dans les bases de données de la CAS. Et en 2020, on en recense 160 millions. Donc, c'est une augmentation très importante. Au regard de ces substances, elles sont régies dans l'univers chimique, ce qu'on appelle l'espace chimique, par des règles qui se comptent par dizaines de milliers. Donc, si on fait un petit exercice de combinatoire entre le nombre de substances organiques et le nombre de règles qui les régissent, on arrive à projeter un espace chimique dont le nombre d'entités est supérieur au nombre d'étoiles qu'on a dans l'univers. Donc, si vous voulez, on pourra rentrer plus en détail là-dessus, mais ça nous aide à considérer le fait que l'intuition chimique, même si elle est nécessaire, ne suffit plus, et elle doit être assistée par l'intelligence artificielle. Donc, du coup, je te laisse la parole, Christophe, sur la partie relative au sujet d'application. Donc, du coup, au regard des chiffres que vient de nous communiquer Michel, il apparaît vraiment clairement que l'IA a son rôle à jouer en fait pour améliorer la recherche en chimie. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps quelques sujets d'application où l'IA a son rôle à jouer dans la recherche en chimie. Si tu peux passer. Merci. Donc, en gros, quand on regarde l'IA, elle se trouve en fait aux confins de plusieurs domaines en chimie, notamment le premier, si on regarde en haut à droite, l'objectif dans l'usage de l'IA pour cette partie, c'est de prédire les molécules qu'on va pouvoir synthétiser avant même de les avoir synthétisées. Le deuxième, quand on regarde en bas à gauche, c'est du point de vue de la conception des molécules. L'IA va pouvoir apporter un plus en fait dans le design des nouvelles molécules. Quand on conçoit une nouvelle molécule, c'est bien entendu pour obtenir certaines propriétés qui correspondent à un certain cahier des charges. Donc, on en vient à la bulle en bas à droite de la prédiction des propriétés moléculaires. Généralement, la conception de molécules va de pair avec la prédiction de propriétés moléculaires dans tout domaine. Il y a un domaine particulier qui a plutôt le vent en poupe. Quand on regarde en haut à gauche, c'est la découverte de nouvelles molécules, en particulier la découverte de médicaments. Donc, quand on les a découverts, qu'on a conçu ces nouvelles molécules, qu'on a prédit leurs propriétés, va se poser la question de quelle voie de synthèse on va pouvoir choisir pour optimiser en fait la production de ces composés. Et l'IA joue également du coup un rôle dans cette étape de rétrosynthèse. Et du coup, je termine par la petite bulle du haut. Donc, avant toutes ces étapes qui sont présentées autour de la bulle centrale de l'IA, il y a cette phase en fait d'état de l'art pour éviter en fait
réinventer la roue ou d'essayer de développer un objet qui est déjà sur étagère. Donc, dans l'analyse de la littérature, l'IA a un grand rôle également à jouer. Je vais juste développer un tout petit peu dans la slide suivante, s'il te plaît, Michel. Alors, nous, quand on a regardé ça de plus près chez Mayfair Village, on a essayé de décomposer, en fait, suivant les étapes que va suivre le chimiste au sein de son labo, à sa paillasse, pour décrire, en fait, les axes de développement des solutions d'IA, lui permettant, en fait, d'assister le chimiste dans ses tâches quotidiennes. Donc, la première étape, comme on l'a vu dans le slide précédent, c'est la revue de littérature. Ensuite, une fois que le chimiste a réalisé sa revue de littérature, il va chercher soit à synthétiser une molécule, soit s'il utilise des molécules qui sont déjà synthétisées, il va les formuler. On a beaucoup de cette thématique de la formulation dans le domaine de la cosmétique, par exemple, même si on l'a aussi dans la science des matériaux. Et enfin, une fois qu'il a synthétisé ou formulé ses compositions, il va devoir les analyser pour vérifier l'identification d'une molécule, par exemple si on est en synthèse, ou bien vérifier la qualité d'une formulation à l'aide d'analyses chimiques. Donc ça, c'est les 4 axes de développement où l'IA va avoir du sens. Dans le premier, donc dans la revue de littérature, il va permettre, par exemple, de construire des bibliographies pertinentes, d'extraire des informations ciblées dans les publications concernées, par exemple, des molécules d'intérêt, des plans d'expérience qui peuvent être des sources d'inspiration pour les développements qui vont suivre pour le chimiste, des protocoles analytiques, donc ces mesures qui sont illustrées dans les publications, des mesures d'analyse chimique, les résultats de ces analyses et enfin les cas d'application qui vont avec. La revue de littérature doit aussi servir de base pour enrichir ces premières informations avec des informations complémentaires, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Michel, avec les contraintes qui sont importantes de nos jours, donc les contraintes environnementales, les contraintes réglementaires, voire même économiques, parce qu'on ne va pas forcément chercher à réaliser un projet, on ne va pas forcément pouvoir réaliser un projet si derrière les molécules en question coûtent trop cher ou ne sont pas du tout productives. Pour la synthèse, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il va s'agir de concevoir de nouvelles molécules, d'identifier des voies de synthèse éco-responsables, j'insiste sur le éco-responsable, et prédire du coup les propriétés physico-chimiques. Pour la formulation, l'enjeu en fait de l'IA, ça va être de réduire le nombre d'essais. Pour développer une formule, que ce soit une PME ou un grand groupe, ça peut prendre beaucoup de temps et demander beaucoup d'essais. L'objectif en fait des technos d'IA, ça va être de réduire ce nombre et d'atteindre plus rapidement la formule souhaitée. Et bien entendu, à l'instar de la synthèse, il y a aussi cette notion de prédiction de caractéristiques physico-chimiques. Enfin, et je terminerai sur ce dernier axe, l'analyse, donc la chimie analytique. Aujourd'hui, ces dernières concernent souvent de la spectro, de la chromato. Il y a de l'interprétation à faire sur des spectres d'analyse. Ces spectres d'analyse peuvent être plus ou moins compliqués pour la personne du métier et prendre beaucoup de temps. Donc, l'objectif dans cet axe, c'est vraiment d'automatiser ces phases d'interprétation pour réduire le temps nécessaire par l'homme du métier. Michel, si... Parfait, donc du coup, je laisse Michel se pencher sur le cas d'usage de la revue de littérature. Parfait, donc je me demandais, Stéphane, s'il n'y avait pas un sondage prévu. Effectivement, on va commencer par un premier petit sondage, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc que je vais lancer dès à présent. Voilà, vous allez recevoir le sondage et ce sondage, donc, c'est savoir combien de revues de littérature vous réalisez chaque année. Donc, normalement, le sondage va apparaître donc dans le chat sur vos écrans. Vous pouvez y répondre, c'est comme vous voulez, et vous aurez accès aux résultats agrégés des réponses. Voilà. Donc, voilà, je vois que les réponses arrivent puisque je vois les réponses qui apparaissent. Donc, normalement, sur la partie de chat, hein, vous avez vous pouvez répondre, envoyer le vote et vous avez en dessous les résultats agrégés.
Donc, on voit qu'une grande partie, quand même, n'est pas concernée, mais parmi ceux qui ont l'habitude de faire des revues de littérature, ben, il y a deux grands groupes, hein. La majorité, c'est entre 1 et 5. Et puis l'autre groupe, c'est plus de 10. Donc voilà, il y en a ceux qui font quelques revues de littérature. Et puis il y a vraiment les expérimentés qui en font beaucoup, hein. Il y a un groupe. Donc on a deux groupes qui se détachent. Parfait. Tu me dis, Stéphane, quand je peux relancer la Ben, je pense présentation. que voilà, tu peux continuer. Puis on continuera les petits sondages au fur et à mesure. Il y en a deux ou trois, vous verrez, D'accord. du même type. Donc, l'idée de ce cas d'usage, en fait, c'est deux choses. C'est de se rapprocher d'une pratique qui est très courante, donc comme on le voit là sur le sondage pour les chercheurs. Et aussi, on va donc décrire ce processus manuel et dans un deuxième temps, vous montrer ce que cela donne d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer ce processus. Juste pour information, ça c'est le petit scoop du webinaire, même le grand scoop, c'est que à l'occasion de cette présentation de solution, on va vous faire une démonstration de notre solution Kemi-Lane, et c'est pour nous la première fois qu'on montre cette solution en public. Donc pour nous, c'est un moment très important. J'espère que ça vous plaira. Donc je commence donc par la partie manuelle. Donc la plupart du temps, quand on effectue une revue de littérature traditionnelle, c'est pour identifier des signaux faibles dans le domaine de la recherche, pour assurer la veille de recherche en cours, pour identifier les molécules, euh, pour étudier des propriétés physico-chimiques, ou pour s'assurer du respect de la conformité, de la faisabilité d'idées ou de recherches qu'on aurait en tête. Par rapport à ce cas d'usage, ce qu'il faut considérer, c'est l'aspect dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette quantité d'informations incroyables qui est générée tous les jours sur la notion sur les articles scientifiques. Donc, on vous a pris un exemple pour une recherche qui serait une recherche, par exemple, de bibliographie sur le corrosion coating, hein, la notion de revêtement pour la anticorrosion. On a fait une recherche dans une base de données privée. On identifie 12 500 articles publiés depuis 2020, 69 000 depuis 2012. Si on considère qu'il faut 1 heure pour lire un article, et encore là c'est rapide, hein, dans son intégralité et en tirer les données pertinentes, il faudrait 8 ans pour lire l'ensemble des articles parus depuis 2012 et compiler les informations contenues. Donc inutile de dire qu'on n'a pas le temps de le faire, ça c'est clair, et que les spécialistes en chimie ne disposent pas du temps nécessaire pour assembler et analyser convenablement les informations essentielles au démarrage de leur recherche. Ça, c'est fondamental, et c'est de plus en plus prégnant, comme on dit, parce que le rythme d'apparition de l'information, il est très, 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 très élevé. D'accord? Donc, Donc, pour oui. rebondir sur la remarque que tu as fait, on va faire un deuxième petit sondage. Alors, je vous remercie. On a eu pas mal de réponses au premier. Merci de participer à cet exercice interactif. Et le deuxième sondage que j'envoie maintenant, donc, c'est de savoir en moyenne, chaque mois, combien de temps vous passez donc, chaque mois à la réalisation de vos revues de littérature scientifique. Voilà, plusieurs propositions. Donc, la même chose que tout à l'heure. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des revues de littérature, vous pouvez répondre pour qu'on ait une petite idée des pratiques. Donc voilà, là aussi on commence à avoir des réponses. Et bon, alors là, il y a clairement une réponse qui se détache pour ceux qui font de la revue de littérature scientifique, hein. C'est qu'en moyenne, chaque mois, les personnes passent entre 1 et 10 heures, voilà, pour plus de la moitié. Donc Ce qui est assez considérable. voilà, 1 et 10 heures chaque mois, et c'est vraiment la réponse qui se détache. Merci à tous ceux Merci. qui répondent de jouer le jeu, c'est vraiment Ouais, intéressant. Ça permet de créer une dynamique entre vous et nous. ça nous permet d'avoir votre écho du terrain. C'est vraiment génial.
Donc, très rapidement, là, sur ce point, on a présenté le processus habituel de revue de littérature, traditionnel, entre guillemets, qui présente les étapes de bibliographie, de lecture rapide, de lecture approfondie, de synthèse, d'étude de faisabilité, de saisie des données. Nous, on a estimé, par rapport à notre expérience et aux nos interactions avec notre environnement, qu'il faut entre 50 et 100 heures en moyenne pour réaliser une revue de littérature manuelle sur un sujet précis. Donc, j'en profite maintenant, je laisse la main à Christophe, hein, qui va vous présenter pour la première fois, je vous le Avant que, rappelle, avant, la avant solution. que Christophe présente la solution, on va faire 2 derniers petits sondages pour terminer notre questionnement des pratiques. Donc, le sondage suivant que je vais vous envoyer. Donc, c'est comment utilisez-vous les informations extraites de vos revues de littérature scientifique? Alors là, j'envoie le sondage. Il y a plusieurs réponses. Je vous laisse un petit peu plus de temps pour y répondre. Je peux Donc, commencer à partager mon écran, ouais, Stéphane. je vais envoyer ce sondage-là. Donc, il y a comment utilisez-vous les informations Donc, extraites j'arrête de le vos partage, revues de Christophe. littérature scientifique. Et le deuxième sondage que j'envoie en même temps, c'est quel est l'objectif principal de vos revues de littérature? Voilà. Donc, ça laisse le temps, vous avez le temps d'y répondre pendant que Christophe partage son écran et continue la suite de la présentation. Et puis, on pourra faire un petit retour. Alors, je ne sais pas si je peux déjà voir si j'ai des premiers retours. Mais... Donc là, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus long pour répondre. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, on voit. Christophe, Voilà. je te laisse faire ta présentation et puis à la fin de la présentation, on fera peut-être un petit retour sur les résultats des sondages, des 2 derniers sondages. Voilà. Ça marche. Donc là, vous me confirmez, hein, parce que moi, je n'ai pas de retour sur l'écran. Vous le Oui, voyez bien? on voit. Ok, super. Donc, je me connecte. Voilà donc l'écran d'accueil en fait de la solution qu'on a développée. Donc c'est Chemilane. Vous avez en écran d'accueil en fait l'historique en fait des revues que vous avez déjà réalisées. Donc elles apparaissent également sur la gauche de l'écran en violet foncé. Et vous avez en fait une barre ici de recherche qui vous permet en fait de réaliser en fait votre recherche à partir soit de mots-clés ou soit de noms d'articles ou directement à partir d'une question. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je vais rentrer par exemple une molécule, je vais prendre l'anthocyanine. Et du coup, dans la barre de recherche, vous avez directement en fait les articles qui sont issus du traitement de du mot ou de la phrase que vous rentrez dans des bases de données auxquelles nous sommes connectés, à savoir toutes les données open source, les données privées de type base de données Wiley, Taylor et Francis, Springer Nature. Là, par exemple, je prends cette publication-là et en fait, je lance une première fois en fait Chemilane. Donc, ça met quelques secondes le temps que la bibliographie se construise. Voilà. On va voir normalement. Ah, petit bug. Je reviens en arrière. Alors, j'essaye une deuxième fois de relancer. Voir si ça fonctionne. Ligne, par exemple. Voilà. On va voir si ça ne fonctionne pas. Donc, c'est les aléas du direct. Je vais passer directement sur une recherche qui a déjà été réalisée, donc sur les batteries sulfure-lithium. Donc, quand on sélectionne en fait la recherche qu'on a réalisée, on va avoir en fait une constellation en fait de publications qui vous apparaît. Cette constellation de publications, elle a été construite en fait autour des mots-clés que vous avez rentrés dans le moteur de recherche, et elles ont une corrélation en fait sur la base de citations mutuelles, ce qui vient en fait vous donner un élément en plus par rapport à une recherche que vous auriez pu faire par exemple sur Google Scholar ou un autre moteur de recherche de publication.
Ensuite, quand vous cliquez en fait sur une publication, vous avez directement l'abstract qui vous permet de survoler en fait le contenu de ces publications qui apparaissent dans la constellation. Il y a une vue également, vous avez la possibilité de lancer la recherche un peu plus profonde en chargeant plus d'articles et vous avez la possibilité ensuite de faire apparaître la constellation sous forme de liste et vous avez toujours la possibilité de visualiser les abstracts quand il y en a. Ensuite, sur la base en fait de cette lecture, vous allez pouvoir sélectionner les publications qui vous intéressent. Vous pouvez même toutes les traiter si elles vous intéressent toutes. Ici, par exemple, on en a 10. Et là, à partir de là, on va pouvoir lancer Chemilane dans un deuxième processus. Donc là, j'appuie sur Proceed et j'espère que ça fonctionne bien. Donc du coup, par exemple, si on regarde le contenu d'une publication, alors là c'est Zihui Song de 2023 sur la stratégie de polymérisation sulfure, on va avoir en fait les différents composés qui apparaissent dans la publication. Donc, ce que je vais faire juste après, je vais vous partager en fait la publication, l'original de la publication pour vous montrer un petit peu les éléments qui ont été extraits. Donc là, on voit apparaître les noms des molécules chimiques classées en fait par type de catégorie. Donc là, par exemple, les premiers, c'est les catalyseurs. Il est grisé parce que en fait, dans la publication, il n'y a pas de catalyseur. Là, on a des réactifs. On n'a pas de substrat, mais on a des solvants. On n'a pas d'inhibiteurs, mais on a des produits de réaction. Et du coup, en fait, on a comme information sur ces réactifs, on a leur numéro de référence CID. On a également un score écologique et un ordre de grandeur du prix de vente et le nombre de fois où l'article ou la molécule est citée dans l'article. Le score écologique, en fait, il est évalué en fait en fonction de l'analyse du cycle de vie et l'ordre de grandeur des prix est établi en fait sur la base des fournisseurs quand ils existent en fait quand la molécule est commercialisée sur la base des fournisseurs qui sont géographiquement situés autour le plus proche en fait de l'utilisateur de la solution. C'est un ordre de grandeur moyen. C'est pour ça que le score de prix est indiqué par des petits dollars. Si c'est $1, c'est plus intéressant. Si c'est 3 ou 4 dollars, c'est beaucoup plus cher. Donc ensuite, quand on a ces informations sur les molécules, on va avoir la possibilité de voir les plans d'expérience qui sont contenus dans les publications quand celles-ci contiennent des plans d'expérience. Je reprends par exemple la publication de Zihui Song et je vais la pincer et la faire pivoter dans la case plan d'expérience. Alors les plans d'expérience sont également scorés de manière écologique, notamment sur la consommation énergétique que le process demande. Pareil pour les prix. Et on a aussi inclus un score, ce qu'on a appelé de risque géopolitique, en fonction en fait des éléments, des entités, des composés qui sont présents dans ce plan d'expérience. Si le pays qui est fournisseur d'un de ces éléments est par exemple, je prends l'exemple de l'Ukraine par exemple, qui est un pays en guerre, actuellement, l'approvisionnement, par exemple, en huile de tournesol, c'est un problème. Donc là, on a eu l'idée de scorer de manière approximative le risque géopolitique. Ces trois indicateurs, le score écologique, le score de prix et le score géopolitique, c'est une vision qu'on a eue pour éviter aux chercheurs en chimie de développer en fait des process ou des molécules qui vont de toute façon avoir des problèmes au moment où il va falloir mettre tout ça en production. On a la possibilité en fait d'agrandir les plans d'expérience et là en fait on a eu la possibilité vous avez par exemple l'isopropanol plus le PEI, vous avez les conditions opératoires, pardon je lâche le curseur, voilà.
On a la possibilité en fait de voir les opérations qui sont réalisées chronologiquement, les grammages des molécules, les conditions opératoires, température, temps, si l'opération est réalisée sous vide, tous les types en fait de conditions opératoires. On a également la possibilité de comparer deux plans d'expérience. Je vais regarder une autre publication, par exemple, je prends Wenjiang Xu de 2019. Je la fais basculer en fait sur le plan B, et là on a en fait tous les plans d'expérience qui sont affichés et qui peuvent être également de la même manière comparés. Donc ça en fait c'est un outil qui a pour vocation à faciliter en fait, parce que là en fait ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on n'a pas encore lu la publication et on a déjà ces informations qui nous sont proposées pour je dirais sortir l'aiguille de la meule de foin de données qui dans une publication est désordonnée. Je vais passer sur l'onglet suivant, caractérisation de propriété. Et quand j'aurai fini caractérisation de propriété, je me pencherai sur la publication pour vous montrer où se situent dans la publication réelle ces informations. Donc là, on est sur l'onglet caractérisation de propriété. Bon, ben, je vais reprendre Ziwing Song. Donc, on clique sur la publication, et là apparaît en fait le tableau des caractérisations de propriété, cette fois-ci ordonnées, donc classifiées par méthode en fait d'analyse, par exemple une spectroscopie infrarouge, une mesure XRD. Dans cette publication, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'analyses qui sont réalisées. Donc on va avoir dans la deuxième colonne les éléments en fait de résultats qui sont incorporés dans le texte de la publication. Dans la troisième colonne, on va avoir les interprétations en fait de ces résultats par le chercheur dans sa publication. Et enfin, on va avoir la référence de la figure qui illustre en fait cette analyse. Ici, sur la ligne où je suis, donc ce sera un spectre FTIR. Je vais juste, alors je ne sais pas si, alors je coupe le partage une seconde pour relancer le partage sur la publication. Hop, alors je reprends la main et je choisis du coup la publication. Hop. Normalement, je vais essayer de faire apparaître la publication. Est-ce que vous voyez la publication? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, on a la publication en question. Je remonte. Donc voilà, c'est une publication qui comporte 17 pages. Et donc là, on a l'abstract. Et quand on descend dans la partie qui concerne l'expérimental, et notamment le protocole de synthèse, les informations en fait qui ont été visualisées par Kemi Lane sont les informations que j'ai surlignées ici ensuite, où on voit bien qu'on a vraiment le protocole ici qui apparaît de manière schématique et ergonomique directement pour l'utilisateur de Kemi Lane. De la même manière, si je descends un peu plus bas, pour les résultats en fait, pour obtenir les résultats sur la ligne Spectra, FTIR Spectra, le chercheur, en fait, quand il étudie cette publication scientifique, il doit se référer à ce passage-là dans cet amas d'informations désordonnées. Donc, Kemi Lane, de cette manière-là, vous le fournit vraiment très simplement. Et enfin, pour la figure, donc la figure 2A, c'est le graphe de transmittance de FTIR. Vous avez bien les informations des pics qui sont révélés sur la courbe rouge. Donc, je vais juste... Normalement, si je reviens sur Kemi Lane, vous devez peut-être le voir. Est-ce que vous êtes revenu sur Kemi Lane? Ouais. Oui, c'est bon. Super. Donc, du coup, on a la possibilité, en plus de
Alors, il y a l'outil Chemilane va rentrer en séance de bêta-test, mais alors, il y a quelques fonctionnalités qui restent encore à finir. Il y aura en fait la possibilité, une fois que l'utilisateur aura porté son choix sur certains résultats qui vont l'intéresser, il aura la possibilité, en cliquant sur l'onglet en bas à droite, je ne clique pas parce qu'il y a encore des développements à finaliser, mais grosso modo, quand l'utilisateur cliquera sur Checkout, il aura la possibilité d'aller sur des liens lui permettant d'acheter en fait les publications scientifiques concernées, et il y aura également la possibilité, en cliquant sur ce petit bouton Download, de pouvoir télécharger soit au format texte, soit au format PowerPoint, le résumé en fait automatique des chemins de recherche qu'il aura parcouru sur l'outil Chemilane, parce qu'on a conçu cet outil pour qu'il puisse être collaboratif. C'est-à-dire que l'utilisateur, ensuite, s'il doit faire un rapport à son équipe, à son supérieur hiérarchique, ou tout simplement se faire un petit résumé de ce qu'il vient de rechercher, on va lui faciliter en fait cet accès et réduire encore une fois le côté chronophage et fastidieux de cette tâche. Ensuite, donc, apparaissent les recherches ici. Donc, par exemple, tout à l'heure, malheureusement, j'ai eu un petit bug, mais elle a quand même été mémorisée ici. Donc, vous avez en fait à chaque connexion, vous pouvez revenir en fait sur les recherches que vous avez déjà réalisées. Vous avez la possibilité ici d'afficher les recherches que vous partagez entre équipes. Il y aura à terme, là l'onglet ne fonctionne pas encore, mais des recherches suggérées, c'est-à-dire en fonction du nombre de recherches et des sujets de recherche que vous aurez consultés, Chemilane à terme suggérera de nouvelles thématiques de recherche. Donc voilà un petit peu une vue à ce jour de notre outil. Merci beaucoup, Christophe. Là, c'était très clair. Je vais reprendre la main sur la présentation. Partager. Normalement, c'est arrêté le partage. Alors, c'est bizarre, mais quand je vais partager. Vous avez toujours mon écran? C'est fini. C'est bon. C'est bon. Là, je reprends la main. Normalement, Ça marche. vous devez voir le nouvel écran. Donc là, je pense que c'était une illustration donc, de Chemilane. Donc, vous avez bien compris sans doute les apports de l'intelligence artificielle à différentes phases de la réalisation d'une bibliographie, d'une recherche documentaire et dans l'extraction. Et puis tout le potentiel que cela représente aussi pour la suggestion d'informations, etc. Donc en résumé, les avantages d'une revue de littérature automatisée, qu'elle soit la nôtre ou en général, c'est que l'application assiste ses utilisateurs dans leur recherche, dans leur choix des meilleurs articles, ce que ne fait pas un moteur de recherche traditionnel. On a une accélération du temps de traitement qui permet l'analyse d'un plus grand nombre ou d'un très grand nombre d'articles, qui permet une capacité d'exhaustivité et de qualité liée à la recherche pour les chercheurs. Donc, trouver le plus d'articles possible pour améliorer la qualité de leur revue de littérature. Et puis, on a vu également la capacité d'enrichissement des informations qui permet une décision multicritère, puisque pas seule la partie scientifique, la partie technique ne suffit pas à prendre une décision à l'échelle d'une entreprise, en tout cas, donc des aspects écologiques, des aspects de prix, des aspects géopolitiques, donc une décision qui permet d'évaluer le risque lié au lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle recherche. Donc, on arrive à la conclusion avant vos questions de cette présentation. Donc, ce qu'on voulait vous proposer éventuellement, alors, soumettez-nous vos questions en fin de présentation. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Chemilane, envoyez un mail à Christophe dont le courriel est inscrit sur l'écran avec le mot Chemi. Si vous voulez, on est en phase de réalisation, de sélection de nos bêta-testeurs. Si vous souhaitez participer à cette sélection, envoyez un mail à Christophe avec le mot bêta. Et puis, je laisse Stéphane présenter la suite. Merci Michel. Bon, déjà, sachez que j'ai mis sur le chat les liens pour que vous puissiez les enregistrer, qu'ils soient accessibles, que ce soit si vous vouliez en savoir plus sur Chemilane ou participer au bêta-test.
Moi, déjà dire que je suis impressionné par le potentiel de cet outil, hein. Quand j'ai fait ma thèse, je me dis que ça aurait été un bon outil pour faire ma bibliographie. Et j'imagine que pour les décideurs responsables R&D, scientifiques des entreprises ou dans les labos, effectivement, c'est un outil qui peut changer beaucoup les choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que déjà, si ça intéresse les participants aujourd'hui qui sont présents à ce webinaire, d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de cet outil et plus largement dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans, 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 dans ces métiers de la recherche en chimie, il y a la possibilité avec Mayfair, hein, pourquoi pas, d'organiser, d'aller un petit peu plus loin et d'organiser soit des formats d'ateliers pour découvrir un petit peu plus l'outil ou d'autres ateliers à voir, et également la possibilité peut-être de proposer des formations collectives ou individuelles via notre organisme de formation Novagile Formation. Voilà, même si vous le souhaitez, et pourquoi pas, si vous souhaitez être accompagné individuellement par Mayfair, nous me contacter directement et pour une mise en relation, c'est tout à fait possible. Donc, ce que je fais, c'est que comme on a pris l'habitude maintenant d'utiliser les sondages, j'envoie un petit sondage voilà, auquel vous pouvez répondre. N'hésitez pas, ça va nous permettre, nous, de voir un petit peu l'intérêt pour des animations ultérieures. Et puis, si vous souhaitez être contacté, alors voilà, je mets un deuxième sondage pour savoir si vous souhaitez être contacté. Vous pouvez répondre ou non, mais vous pouvez aussi me contacter directement. J'ai mis mon mail si vous souhaitez être mis en relation avec Mayfair pour un projet individuel particulier, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on arrive comme disait Michel, je pense qu'on arrive au terme de cette présentation. Donc, on a encore. Oui. Je laisse un petit mot. Donc, on a, je pense, 5 minutes là, pour les questions-réponses. J'ai mis une voilà. bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin. Des ouvrages que personnellement j'aime bien, comme l'IA, la plus grande mutation de l'histoire de Kai Fu Lee, très intéressant. Ça relève aussi des sujets de société. Un ouvrage de Yuval Noah Harari qui a écrit Sapiens, hein, le plus connu, mais les 21 leçons pour le 21e siècle. Et puis un ouvrage pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin qui s'appelle Super Intelligence de Nick Bostrom, qui est une référence sur le sujet de l'intelligence générale. Très bien, écoutez, il nous reste 5 minutes ou 10 minutes, alors un petit peu pour prendre quelques questions. Donc, si l'un d'entre vous a une question à poser, on a le temps de prendre quelques questions. Alors, je vois pas de questions, moi, dans le chat, mais vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. Moi, j'avais une question, justement. Voilà. Je sais que vous êtes encore en bêta test, mais quand une entreprise ou un chercheur s'intéresse à ce type d'outil, donc j'imagine qu'il faut un temps pour le prendre en main. Est-ce que vous avez une idée à peu près du temps pour prendre en main un tel outil? Parce que... Alors, ça on l'a pensé, c'est très important parce que Chemilane, c'est un outil qu'on appelle SaaS, hein, Software as a Service, donc accessible en ligne. On a développé ce qu'on appelle des didacticiels, qui sont des didacticiels contextuels, qui permettent de prendre la main très rapidement sur le fonctionnement de l'outil et poser des questions à l'outil pour qu'il vous aide à se servir de lui-même. D'accord, très bien. C'est quelque chose qui peut se développer dans le cadre d'une formation, comme je parlais tout à l'heure, ou d'un atelier, hein, si vous êtes intéressé. Il y a une personne qui veut poser une question, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. La personne qui a levé la main. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question par rapport à la formulation et l'analyse. Donc pour la formulation, comme la prédiction des caractéristiques physio-chimiques, est-ce que ça se fait toujours sur le même outil Chemilane ou c'est un autre outil autre que celui que vous avez présenté avec l'analyse derrière de l'analyse et l'interprétation des spectres physio-chimiques? Alors, si je peux répondre à la question de Amine, en fait, l'outil, il va pouvoir c'est une super question. Il y a beaucoup
de sociétés qui font des développements, qui réalisent des développements d'IA en fait pour soit générer des nouvelles molécules, prédire des propriétés, voire même faire de l'interprétation automatique de spectres. En fait, elles se basent souvent sur des données expérimentales qui sont fournies soit par leurs utilisateurs, soit dans des bases de données expérimentales qu'ils ont acquis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil Chemilane ne sert pas d'outil pour prédire des propriétés ou générer de nouvelles molécules. Par contre, les données en sortie fournies par Chemilane peuvent servir justement pour apporter une synergie à ces deux types de données pour entraîner justement les algorithmes génératifs ou les algorithmes de prédiction. Donc ça ne le permet pas, mais par contre, ça peut être un moyen pour fournir de meilleurs résultats en complément. Et donc, vous n'avez pas d'outils qui nous permettraient, par exemple, de connecter notre base de données à votre solution pour derrière, en fait, faire une entrée de formule. Derrière, il nous fait une formulation à atteindre ou même de l'interprétation de spectres. C'est encore une fois une très bonne question, Amine. En fait, notre outil, on l'a construit en fait de manière à ce que on parle d'API en fait. Donc en fait, on va pouvoir connecter en fait en sortie en fait, on va pouvoir connecter Chemilane à d'autres outils justement pour pouvoir non pas seulement visualiser des données, mais pouvoir en sortie en fait les traiter dans d'autres algorithmes de traitement. Donc ça se connecte. Chemilane permet cette connexion justement. D'accord. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé de réduire le nombre d'essais et donc derrière d'atteindre une formulation exacte. Vous le faites comment avec cette solution-là, en fait? Comment ça fonctionne exactement? Alors, encore une fois, nous, Christophe, si je peux juste répondre à ça. Merci pour toutes ces questions, Amine. En fait, ce qu'on a montré tout à l'heure, c'était le potentiel de l'IA dans la recherche. Donc, Oui. c'était l'organisation de toutes les solutions possibles. Aujourd'hui, notre solution, Chemilane, c'est une solution de revue littérature et qui aide à prendre des décisions pour les chercheurs, mais elle ne fait pas de simulation de formulation ou de synthèse. Donc, ce que disait Christophe, si je peux me permettre de reformuler la chose, c'est que vous pouvez utiliser les données, extraire des données grâce à Chemilane pour les utiliser dans un système qui fera de la simulation ou de la synthèse. et D'accord. derrière, les futurs développements potentiels qu'on pourrait avoir nous-mêmes, Mayfair Village, ce serait justement d'aller plus loin, parce que nous-mêmes, on a aussi ces compétences en développement d'IA pour aller vers de la synthèse, de la génération de molécules aussi derrière. Très bien. C'est bon, D'accord, Amine? c'est très clair, Parfait. pour moi. Je vous remercie. Merci. Alors, bon, Oui. vous avez encore un petit peu de temps. J'ai envoyé un sondage là pour, voilà, pour questionner si vous êtes intéressé par d'autres formes d'animation. Donc, J'ai vous vu qu'il y avez avait une encore. personne qui avait levé la main aussi pendant qu'Amine posait des questions. Alors, Mais par contre, je vois pas tout le monde. je vois pas de main levée, donc c'est pour Ah, ça que je regarde, mais non. Ah, ok. non, ça c'est moi qui là, c'est Ouais, ça c'est toi. Michel, là, entre-temps, j'ai retesté, ça refonctionne. Donc, peut-être si on a une minute, je peux peut-être revenir sur. Là, je Après, pense qu'on est au bout là. ouais, je pense on est au bout. Voilà, ça va être compliqué peut-être. Voilà, je voulais juste dire, alors déjà que on arrivait bientôt au bout, qu'il y avait encore un petit peu de temps pour répondre au dernier sondage, hein, si vous étiez intéressé par d'autres formes d'animation pour aller plus loin sur l'outil, c'est là que ça peut être intéressant de creuser, hein, dans le cadre d'un atelier ou d'une formation. Donc n'hésitez pas à répondre à notre sondage déjà voilà, pour que nous on ait une information, une indication sur les animations qu'on pourrait faire derrière sur cet outil, par exemple, justement, pour creuser un petit peu plus. Après, moi, j'avais. Alors, juste avant de conclure, parce qu'il est 16h34 et on va bientôt conclure, j'avais juste une autre question, mais qui ressemble. Peut-être ta réponse, ça va aller dans le même sens. Tu parlais d'intégrer les enjeux sociétaux, environnementaux, géopolitiques qui bougent beaucoup, qui changent beaucoup. Comment ça, l'outil le prend en compte? Alors, dans ta réponse précédente, ça a un petit peu répondu, mais Ce qu'il faut voir, c'est que pour être entre guillemets plus réactif par rapport à des changements d'environnement, aujourd'hui et fournir des bonnes réponses, il faut s'assurer d'être le plus exhaustif possible dans la phase d'analyse.
Donc aujourd'hui, si on considère, c'était la présentation par rapport au temps passé sur une revue de littérature, elle considère un nombre limité d'articles scientifiques. Elle prend en considération de facto, hein, c'est obligatoire, puisque le temps étant limité dans une journée, on ne peut pas passer plus de temps que ce qu'il y a dans une journée. Donc, nombre limité d'articles scientifiques, non-confrontation à certains brevets, l'analyse de l'environnement, l'analyse de la réglementation, l'analyse de la géopolitique, l'analyse des prix qui fluctuent énormément justement aussi en corrélation avec l'évolution géopolitique. Tout ça, en fait, c'est ce que nous, on appelle un système d'aide à la décision. Donc, ça permet de répondre rapidement, de façon plus qualitative à des situations, à des imprévus, des choses qui se présentent. D'accord. Oui, alors j'imagine, quand je disais que Christophe avait déjà répondu, tout ça, c'est en allant chercher, en allant sourcer dans l'open source. Enfin, la machine Pas va... l'open source, attention. Non. Alors ça, c'est Ah, très d'accord. important. Ce que tu Ah ouais. dis, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des solutions qui peuvent exister sur ce domaine-là vont puiser dans l'open source. Ouais. Nous, on utilise l'open source, mais on a aussi une caractéristique, c'est qu'on a noué des partenariats avec les plus grands éditeurs d'articles scientifiques au monde, comme D'accord. Wiley, comme Springer, Nature, comme Taylor & Francis. Donc, on a des accords sur des bases privées. Donc là, on va aller puiser dans des informations qu'on a le privilège, entre guillemets, grâce à nos partenariats, d'accéder, et nos clients aussi. Qui vous permet aussi de faire de l'aide à la décision également, que ce soit sur les sujets Absolument. sociétaux, environnementaux, géopolitiques. Absolument. Et il faut savoir que tu as les bases de référence de brevets, tu as les bases de référence d'articles scientifiques, et les différents indicateurs qu'on utilise vont puiser dans d'autres encore systèmes de référence, comme les prix, comme les scores écologiques. On a modélisé aussi des calculs de scores écologiques sur les plans d'expérience et sur les articles qui sont propres à notre société. D'accord. Merci. Merci. Voilà, je pense qu'il va être bientôt temps de conclure le webinaire. Bon, je fais juste un petit retour sur les sondages qu'on avait fait tout à l'heure, hein. Comment utilisez-vous les informations extraites de vos revues de littérature scientifique? Donc, principalement, les réponses, c'est consigné au format papier ou dans un fichier numérique. Et ce qui vient après, c'est les intégrer dans un PowerPoint pour présenter les résultats aux équipes ou aux clients. Donc, voilà. Et le dernier sondage, c'était quel est l'objectif principal de vos revues de littérature? Ce qui se détache, c'est ce qu'on disait, c'est fournir un support aux décisions stratégiques en R&D, effectivement. Et en deuxième, obtenir des données pour faire des simulations, formulation, synthèse. Voilà, les deux réponses qui se détachent. Ça, c'était pour la réponse, vos réponses au sondage. Voilà, il me reste la dernière pour un suivi qualité de nos actions. Le dernier petit sondage assez très rapide que je vous envoie, c'est voilà, c'est de noter globalement si vous êtes satisfait ou non du webinaire, donc avec des petites étoiles. Ça nous permet de suivre la qualité de nos actions et je vous remercie. Et voilà, le temps que vous répondiez à ce sondage, moi, c'est le temps qui me reste pour remercier tout d'abord les intervenants. Merci. Michel et Christophe, remercier tous les participants. Avant de conclure, je vois que Bernard, vous aviez une question peut-être ou une remarque, et après on terminera. Oui, moi je suis très impressionné par la quantité d'informations que Mayfair Village arrive à sortir de ses publications. C'est vraiment remarquable. Je voulais simplement rajouter quelque chose à la bibliographie qu'a donnée Michel tout à l'heure. Il y a un excellent colloque qui s'est tenu à la Fondation de la Maison de la Chimie en février 2023 et qui avait pour thème Chimie et IA. Et dedans, il y a énormément d'applications de grandes sociétés dans des domaines très variés. Ça peut donner une idée de toute la panoplie des domaines qui peuvent être traités par l'IA. Merci Bernard. Merci beaucoup. Merci à tous. On espère qu'on aura très bientôt l'occasion de faire d'autres actions avec Mayfair pour travailler sur ce sujet de l'IA qui est un thème d'avenir et même d'actualité, je dirais, dans nos métiers de la chimie. Donc, on espère vous proposer bientôt d'autres actions avec Mayfair si vous le souhaitez. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous et très bonne fin de journée. À bientôt.